Une filière pour devenir autrice de BD ou illustrateur, ça existe? Oui, ça s'appelle le Centre d'enseignement supérieur des arts narratifs à Paris. Depuis 15 ans, notre école forme plus d'une centaine d'apprenants par an au métier d'artiste-auteur. Notre objectif? Accompagner sur le marché de l'édition une nouvelle génération d'auteurs doués d'une solide culture de l'image, d'une grande rigueur technique et d'une démarche artistique exigeante et originale. Mais quelles sont les retombées de ce métier? Comment se professionnaliser après l'obtention de notre diplôme? L'expérience acquise de Cézanne, comment la mettre à profit? Autant de questions que se posent nos futurs apprenants. Dans ce podcast, nous reviendrons sur 10 auteurs émergents du Cézanne afin de comprendre la richesse du métier d'artiste-auteur et ses possibilités à court terme. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases et nous donner aussi, nous indiquer de quelle promotion du Cézanne tu viens? Je m'appelle Chloé Holst-Stepanian. J'étais de la promo de 2023. Ouais, c'est ça, 2023, donc il y a 2 ans, quoi. Je suis toujours en mode full à fond dans la BD et mon but, c'est toujours de faire de la BD. C'est genre mon but premier quand même. Et depuis ta sortie de l'école, tu as mis en place pas mal de choses pour petit à petit faire ton petit trou dans le monde de la BD au final. Ouais, c'est ça. J'ai déménagé à Bruxelles, donc dès la rentrée qui a suivi la fin des études. Est-ce que tu considères que ça a été genre ta première action que tu as mis en place en sortant du Cézanne, ça a été de partir? Ouais, je pense que ça a grave participé à tout ce qui a suivi. Et ouais, c'est le premier truc que j'ai fait parce que je m'étais dit, justement pour le côté BD, je sais que il se passait pas mal de choses à Bruxelles et qu'il y avait pas mal d'endroits ou de collectifs ou de festivals un peu qui s'organisaient là-bas et que c'était un peu un microcosme de ce milieu-là, de la micro-édition, du fanzine et de la BD, quoi. Mais tu es aussi quelqu'un qui a quand même pas toujours vécu en France. Est-ce que tu penses que ça fait partie aussi de ta personnalité de devoir bouger, de devoir aussi te nourrir d'autres expériences culturelles? Je sors pas souvent non plus de ma zone de confort, j'ai l'impression. Du coup, c'était pas forcément une évidence que j'allais bouger. Genre, j'aurais pas déménagé autre part si j'avais pas déjà un peu des amis sur place ou un truc comme ça. D'accord. Et puis aussi, dans la Belgique, c'est pas du tout loin, c'est à côté. Ils parlent français aussi. Donc, c'était pas non plus un énorme dépaysement non plus. Mais c'est vrai que je me suis pas non plus. Enfin, j'étais quand même contente de partir, quoi. Donc, ouais. Comment est-ce que tu as réussi à trouver ton rythme entre le cadre scolaire et le cadre professionnel? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà mis en place durant tes années au Cézanne? Ou bien il t'a fallu quand même quelques mois pour réapprivoiser un peu ta manière de travailler? Je pense que en grande partie, c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place, enfin qu'on nous avait aidé aussi à mettre en place pendant les études et pendant les 3 ans, mais aussi surtout quand même pendant la 3e année, parce que c'est l'année où on se concentrait plus sur des projets longs. Du coup, ça permettait de mettre un rythme un peu de travail sur des projets qui allaient durer longtemps, quoi. Franchement, j'ai pu en vrai le maintenir, je trouve, assez bien. Enfin, en me disant que la BD, c'est un métier. En tout cas, ça m'a aidé de le voir comme mon métier et du coup, de me donner beaucoup d'heures consacrées exprès pour ça. Parce qu'en fait, si tu te dis je suis pas sortie de l'école et j'aime bien toujours dessiner, mais c'est un peu des petits projets, je le fais dans mon temps libre. Je trouve que ça, c'est pas assez. Il faut vraiment consacrer des journées entières, un peu. Je trouve que c'est une attitude que tu avais déjà quand tu étais au Cézanne. Parce que tu avais déjà à la fois cette assiduité à l'école, mais tu avais aussi cette capacité à mener à bien des projets indépendamment de ce qu'on attendait de toi dans le cursus scolaire. Ce qui t'a permis aussi de faire des expos, faire des projets de fanzine, faire des projets qui sont venus nourrir les trucs qu'on attendait de toi à l'école aussi. Et pour moi, c'était un peu la suite logique que tu arrives à trouver ton cadre avec cette même dynamique, quoi. C'est vrai que ça a grave aidé que j'ai fait des trucs en dehors de l'école aussi. Mais je trouve que, par exemple, pour des gens qui savent pas trop comment faire ça, faut juste être confiant que les trucs que tu as envie de faire, que tu vas réussir à les faire, et du coup, tu te donnes les moyens pour les faire, en fait. Ça part beaucoup d'une détermination personnelle, finalement, ta manière de travailler. Bah oui, parce que moi, j'ai des idées en tête et je veux absolument les produire et faire qu'ils existent. Du coup, je les fais, quoi. Enfin, en fait, si tu fais rien, aucune de tes idées que tu as en tête qui te donne trop envie de faire de la BD, aucun va se réaliser, quoi. Donc en fait, il faut juste les faire et c'est pas non plus du travail chiant, je trouve. En même temps, je trouve ça amusant de juste m'asseoir pendant toute une journée et dessiner. Moi, personnellement, je trouve que c'est amusant. Donc, De faire une école aussi spécifique que le Cézanne, c'est que tu es arrivé à l'école avec déjà cet objectif en tête. Donc autant démarrer une posture dès que tu arrives à l'école pour te créer les outils pour après, quoi. oui, c'est ça. Pour le moment, tu travailles plutôt sur des projets personnels ou tu as à cœur de faire des projets de commande? Sur quoi tu travailles en ce moment? Alors, en ce moment, je fais vraiment des projets perso. Là, je suis justement en train de reprendre un des projets de 3e année. Ah, trop bien.
faire justement un dossier pour les éditeurs là. Trop bien. Donc voilà. Tu as fait plusieurs petits projets plus courts cette année qui avaient pour objectif au final de nourrir tes projets plus longs, les projets plus aboutis, que tu as entrepris au Cézanne. Et c'est encore ce que tu as voulu faire cette année avec cette première année après l'école au final. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu as choisi de ne pas envoyer tes dossiers directs? Pourquoi tu as choisi de prendre un an pour les mettre de côté, les laisser mûrir? Mais parce qu'en fait, j'avais l'impression de savoir qu'il fallait que je travaille plus dessus et que je fasse d'autres choses, d'autres plus petits projets que je puisse genre mener à bien avant de vraiment me pencher sur les plus gros projets que j'avais envie de vraiment pouvoir creuser avec plus de maturité moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai attendu. Et aussi, je trouve que parfois il y a des projets, juste tu le sens que c'est pas le moment de les faire. Mais est-ce que tu penses, malgré tout, que tes projets de troisième année t'ont été utiles professionnellement? Oui, carrément. Je pense que tous les projets que tu peux faire sont utiles, même si c'est un flop entre guillemets ou même si tu vas jamais le finir. Enfin, ça va sûrement servir à quelque chose, à un autre projet. Il y a peut-être genre un personnage que tu vas réutiliser de un de tes projets précédents. Enfin, je trouve qu'ils sont tous utiles et que oui. Et par exemple, moi, mes projets du coup de troisième année, j'ai gardé un peu des trucs, des éléments que j'avais utilisés dedans. Par exemple, le fait que ce soit une BD muette et genre mes personnages animaliers, ça j'ai repris dans un autre livre que j'ai fait. Et après, bah, du coup, mon projet Arménie, c'est celui-là que je suis en train de retravailler. Donc oui, ils ont tous été hyper utiles pour moi. Un besoin de faire évoluer tes pratiques. Depuis que tu es sortie du Cézanne, est-ce que tu as dû réinventer ça ou bien tu as gardé l'attitude de travail et au-delà de l'attitude de travail, les pratiques artistiques que tu avais à l'école? Je les ai gardés, je trouve. Après, genre, évidemment, ils évoluent un peu constamment. Mais ouais, les pratiques que j'avais appris ou découvert à l'école, mais par exemple, juste, enfin, ma manière de dessiner en général, c'est souvent avec genre des microns ou des feutres fins noirs ou des retrings ou un truc comme ça. Puis après, je viens faire de la coloration numérique. Et ça, c'est un truc que j'avais un peu commencé à faire à l'école, comment utiliser Photoshop pour ça et tout. Et sinon, il y a aussi bah, la gravure. Par exemple, ça, c'est un truc que Ouais. j'avais fait à l'école grâce à Mathilde. Et ça, c'est un truc que j'adore et que j'utilise toujours. Et qu'est-ce qui t'influence encore aujourd'hui? J'adore regarder les films. Il y a beaucoup de films qui m'inspirent, que ce soit en fait pour visuellement, enfin les plans, les mises en scène, ou même les ambiances et tout, mais aussi pour les histoires. Après, on avait déjà une discussion où tu me disais que tu étais assez influencée par les podcasts et tout ce qui est fait divers, où des fois il y avait une petite histoire qui pouvait te faire naître quelque chose de plus grand. Ouais, c'est trop vrai en plus. Bah, justement, un des fanzines que j'ai fait cette année, c'était tiré d'un podcast que j'avais écouté. En fait, les histoires tout court. Les sujets que tu as envie de porter, ils partent toujours d'un sujet artistique d'un autre, ou bien c'est aussi des récits qui viennent de toi? J'ai eu à la fois des moments où j'avais l'impression d'être plus inspirée par des faits réels ou alors qui étaient déjà racontés ou un truc comme ça. Il y a aussi d'autres périodes où en fait je pense à des histoires et que ce soit de la fiction ou que ce soit un peu autobiographique qui m'inspirent pour faire des projets. Donc en fait les deux, je trouve. Ton projet, par exemple, sur l'Arménie, il est quand même inspiré d'une partie de toi et en tout cas de ton histoire. Est-ce que ça a été nécessaire aussi pour toi d'avoir une pause parce que tu avais besoin aussi de prendre un peu de distance par rapport à un sujet qui est sensible? Ouais, je pense que j'avais besoin d'une distance, pas forcément parce que c'était un sujet qui était trop intime ou quoi, mais parce qu'en fait, justement, je voulais pas que ce soit uniquement autobiographique, je voulais pas que ce soit comme un carnet de voyage. Moi, j'ai envie que ce projet, et je sais toujours pas exactement 100% comment je vais faire. J'ai envie d'avoir des éléments un peu de fiction. Tu m'avais dit un truc très juste aussi à propos de ce projet. Les premières planches qui ont été présentées au Cézanne, c'est surtout un échange entre plusieurs personnages à l'intérieur d'un bar avec plusieurs langues qui se cohabitent. Et même pour tes planches d'Angoulême, qui sont aussi des planches tournées autour de l'Arménie, qui étaient dans une cuisine avec des personnages qui cohabitent, eh bien, tu m'avais fait remarquer que les personnages ne sortaient jamais d'un lieu fermé, alors que tu veux parler de l'Arménie, mais au final, on ne voit jamais l'Arménie du dehors. Alors, comment parler du pays si on ne les fait pas sortir de chez eux et tu les laissais dans un cadre intime, donc ça ne te permettait pas de révéler autre chose que toi-même au final. Oui, c'est grave ça. Spontanément, j'ai tendance, j'ai l'impression, à faire de la BD comme ça. Mon instinct, c'est de faire ça. Mais en fait, justement, moi, je suis consciente de ça et j'aimerais bien pouvoir sortir de ce truc et de pouvoir justement dessiner aussi la ville et genre parler d'autres choses qui... Parce qu'en fait, sinon, je trouve juste, enfin, tout simplement que c'est un peu chiant et redondant, quoi. Mais du coup, là, justement, pour le fait que je me repenche sur le projet, bah, justement, je vais carrément faire des trucs où c'est aussi une exploration de la ville, donc la capitale de l'Arménie, mais aussi les montagnes et tout. Enfin,
les trucs que moi j'ai vus qui m'ont vachement inspirée et qui vont participer au récit. Est-ce que tu envisages de faire une résidence en Arménie pour explorer ça? J'aimerais tellement faire ça. Franchement, c'est mon rêve. Mais j'ai un peu regardé pour voir s'il y avait des trucs, par exemple, sur les sites des ambassades ou même sur des sites un peu de bourses artistiques ou quoi. J'ai pas trouvé un truc exactement comme ça. Mais je sais que en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de trucs en Arménie qui se passent au niveau de la BD. Là, j'ai vu sur Instagram hyper récemment qu'ils avaient organisé un festival de BD genre alternative à Erevan, du coup la capitale. Incroyable, l'année prochaine, j'ai trop envie déjà d'aller à ce festival de BD. Dans tous les cas, j'aimerais bien à un moment donné, je sais pas quand, mais retourner là-bas pendant quelques mois pour juste déjà re-être un peu dans l'environnement et tout. Et je pense que en étant là-bas, je pourrais demander un peu autour de moi, aller voir, parce qu'en fait, il y a une école d'animation et de BD là-bas. Tu as déjà fait quand même cette année une résidence à l'Atelier du Tonnerre? Ouais, c'est ça. Ton initiation en gravure et tout, ça t'a donné envie après d'expérimenter d'autres techniques un peu d'impression et de faire évoluer tes impressions. C'est pour ça que tu es allé vers l'Arizo? Et déjà, oui, comme c'est une technique d'impression qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir manipuler nous en tant que juste étudiants ou quoi, j'étais hyper intéressée par ça. Et du coup, en venant à Bruxelles, j'avais recherché les endroits qui faisaient de la réseau, qui avaient des imprimantes réseau et tout. C'est comme ça que j'ai découvert les ateliers Tonnerre. C'est un lieu associatif. Ils ont des machines d'impression, donc pas que réseau, ils ont aussi une presse à gravure, ils ont une salle gravure, et ils ont aussi d'autres machines, donc laser, comme Color et tout. Et en fait, c'est autogéré. Donc, c'est-à-dire que chacun peut aller il faut avoir fait une formation avant, mais pour utiliser les machines en autonomie. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant, surtout qu'à Paris, il n'y a pas ça. Je pense que c'est ça qui m'a attirée vers les ateliers Tonnerre. Et c'est trop bien parce que du coup, maintenant, je sais comment utiliser une machine réseau et je sais imprimer toute seule mes trucs. Donc, c'est trop bien. Est-ce que tu auras des conseils à donner pour rentrer en résidence? Ouais. Et justement, c'est en lien avec un autre sujet, c'est les réseaux sociaux. Du coup, moi, je suis pas du tout, de base, je suis pas du tout hyper réseau social, mais en tout cas, je pourrais pas faire sans Instagram pour l'instant parce que justement, c'est là où je vois passer toutes les offres, appel à projet, appel à résidence, que c'est quand même vachement utile, même si c'est méta et tout, trouver une autre plateforme et tout. Et même pour ta visibilité à toi en tant qu'artiste, ton Instagram, ça peut être comme un mini-site ou comme un petit book, tu vois déjà. Et je sais que c'est vachement bien pour un peu avoir de la visibilité et en rentrer en contact avec d'autres artistes ou des collectifs ou même des éditeurs. Donc franchement, c'est quand même utile. Mais donc, toi, tu dis que tu n'es pas forcément quelqu'un qui poste énormément sur ton Insta, mais par contre, tu t'en sers comme réseau social, donc pour parler aux gens, envoyer des messages, rencontrer des personnes, découvrir Ouais, des lieux et tout. Donc vraiment dans son essence même, finalement. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ces rencontres, ça t'a donné envie, pardon, de faire une collaboration particulière. Est-ce que tu l'envisages? Avec des collectifs précis ou un truc précis? Ouais, par exemple, ou bien est-ce que c'est un truc que tu peux imaginer de travailler en collaboration avec quelqu'un? Parce que jusqu'à présent, tu travailles quand même essentiellement toute seule. Ouais. Ben, en fait, moi, j'aimerais trop créer un collectif, un truc comme ça. Je trouve que ce Ouais. serait trop bien. Et comme ça, parmi les membres du collectif, genre, on pourrait faire des trucs ensemble et tout. Mais oui, carrément, ça me donnerait trop envie de faire des collabs avec des gens et tout. Même parfois d'illustrer un truc que quelqu'un d'autre écrit, ça me chaufferait bien. Franchement, je suis ouverte à ça. Juste, j'ai pas encore trouvé l'opportunité de faire ça. Après, ça pourrait être aussi avec des anciens de l'école. Est-ce que tu es encore en contact avec des gens du Cézanne? Je suis encore en contact avec des gens de ma promo et aussi d'autres promos. Mais du coup, là, comme j'habitais pas dans la même ville qu'eux, c'est forcément plus compliqué de faire des collabs et tout. Donc, j'ai toujours pas fait de trucs collectifs, travailler en collectif avec eux. Mais j'ai pour projet de faire, notamment par exemple avec Justine, on a trop envie de faire des trucs ensemble. On a trop envie de faire des choses ensemble et tout. Donc, oui, je pense que ça va se faire carrément. Bon, on passe un peu du coq à l'âne, mais il y avait aussi beaucoup de questions sur le portfolio. Est-ce que ton portfolio il a été exploitable professionnellement après l'école ou bien il a fallu pour toi un peu de temps pour le remanier? Je sais que tu t'en sers pas pour de la commande, mais par exemple, ça peut te servir pour les résidences. Il était exploitable, mais juste, je l'ai quand même remanié moi parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait des projets que j'avais mis dedans ou des exercices pour que j'avais mis dedans que finalement, j'étais pas hyper fan. En fait, il faut quand même aimer absolument tout ce que tu as dans ton portfolio. Il faut que ça te représente à 100%. Il y avait des trucs, des exercices qu'on avait fait en cours, du coup, qui étaient vachement utiles pour pouvoir montrer un autre côté de son, ou un autre truc qu'on est capable de faire. Mais juste, parfois, je trouve que les trucs que j'avais faits, ils n'étaient pas incroyables et j'étais pas hyper fière. Du coup, ceux-là, je les ai enlevés. Mais sinon, en général, le portfolio était vachement, qu'on a fait à l'école, franchement, il est, déjà même le prototype, Ouais, la la maquette.
C'est ça, déjà ça, j'aurais jamais su le faire toute seule si on n'avait pas eu l'aide de Alix et tout. Mais ouais, il est quand même vachement exploitable. Si tu avais des conseils à donner, tu dirais qu'il faut qu'il soit le plus proche possible de votre univers. Si ça vous semble pas cohérent avec votre univers, il faut l'enlever. Non, pas pour tout le monde, parce que je pense qu'il y a des gens qui peut-être ont moins un univers graphique hyper fort. Et du coup, je pense que c'est quand même vachement utile d'avoir des trucs qu'on a fait qui soient un peu différents et qui ont été pour des exercices précis. Par exemple, l'exercice des couvertures de livres. Ça peut être vachement utile d'avoir ça dans un portfolio. Mais je pense que si tu as déjà un univers graphique hyper fort, c'est mieux d'avoir une espèce de cohérence. Plusieurs fois dans l'année, tu as eu l'occasion de rencontrer des éditeurs. Est-ce que tu as entretenu le lien avec eux? Quel conseil tu donnerais pour entretenir le lien et créer un carnet de contact? Tout bête, mais du coup, j'ai gardé les mails, quoi. Oui. Des éditeurs. Donc, par exemple, si jamais, quand je vais envoyer mes dossiers, je reviendrai carrément vers eux en mode, on s'est déjà rencontrés. Cette année, j'ai fait un festival de BD où il y avait aussi des stands d'éditeurs, enfin des maisons d'édition, quoi. J'ai pu, genre, un peu aller leur parler. Si je les contacte, j'utiliserai l'excuse qui est vraie, on s'est rencontrés à tel événement, on a parlé de ça, nanana, enfin. Donc, oui, c'est utile de garder physiquement dans ces contacts, les contacts des éditeurs, et aussi de pouvoir avoir un peu un lien avec eux que C'est beaucoup plus concret que d'avoir juste envoyé un mail générique, quoi. C'est ça. Le fait d'avoir rencontré des éditeurs en festival et tout, est-ce que tu leur as montré tes projets ou bien tu as juste créé un échange direct? Comment tu procèdes pour discuter avec les gens? Là, j'avais juste parlé avec eux en mode, ouais, c'est ça. Mais par exemple, imagine là, je faisais un mini fanzine sur un bout de mon projet d'Arménie, mais en ayant toujours comme projet de l'envoyer à des éditeurs. Là, si j'avais un autre festival avec ces éditeurs-là, j'irais les voir, je pense, avec mon fanzine en mode, je vais vous envoyer par exemple mon dossier. Voici genre un extrait, enfin, tu vois. Là, c'est comme une carte de visite au final, un petit avant-goût et tout. C'est une bonne idée en vrai. En plus, tu peux le donner, donc c'est bien. Ouais, c'est ça. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à nos Césaniens bientôt diplômés ou qui viennent de sortir de l'école? Le plus important, c'est de aimer ce qu'on fait et de s'amuser en le faisant. De trouver les moyens de s'amuser pour que quand on fait de la BD, c'est pas genre du devoir ou du travail chiant. En fait, il faut avoir envie de le faire. C'est évident, mais on oublie parfois. Et aussi, je dirais qu'il faut rester grave ouvert à rencontrer des gens, à un peu saisir des opportunités, par exemple de festivals, ou justement quand on voit une offre ou un appel à projet ou à résidence passer, bah, pourquoi pas juste postuler, même si c'est pas forcément sûr qu'on va être pris. Justement, par exemple, les ateliers du tonnerre, c'était un truc comme ça pour moi. Je suis allée et du coup, genre, j'ai directement voulu être bénévole. Et après, j'ai appris le truc de la résidence, donc j'ai postulé à ça. Faut pas hésiter à vouloir rencontrer des gens, rester ouvert pour intégrer des collectifs ou trouver des ateliers chouettes et tout. Et aussi, un autre truc que je dirais, c'est profiter du fait que vous avez des profs super intéressants et ouverts à la discussion. Ça, c'est vraiment trop chouette. Et puis en plus, souvent, les profs du Cézanne, ils connaissent d'autres gens du milieu qui connaissent un tel. Enfin, c'est tout un réseau, au final, pas si grand, en fait, le monde de la BD. Par exemple, moi, je sais que là, si je retourne au Cézanne et que je croise, je sais pas, un prof que j'aime bien, hop, je peux lui parler et enfin, je peux lui poser des questions, ou même juste, on peut juste échanger par rapport à la BD, ou je peux demander des conseils, ou montrer un truc. Oui, quoi qu'il arrive, ça te met un pied dans la BD. Et après, ça tient à toi de tirer le fil pour aller rencontrer Pierre, pour aller rencontrer Paul. Mais c'est vrai que ça part d'abord d'une envie personnelle et d'une envie qu'il faut alimenter et qu'il faut donner les possibilités de profiter de ce qu'offre l'école et de ce qu'offre l'après. Un truc quand même vachement important et qu'on parfois on oublie en tant qu'élève ou étudiant, par exemple vis-à-vis aux profs, c'est qu'en fait, quand tu fais de la BD, donc c'est pas comme si tu es à l'école pour apprendre à être médecin, ou oui, quand tu es élève, tu absolument pas, tu es loin d'être le médecin. Je trouve qu'en BD, tu trouves ton style et tu arrives à raconter les histoires à ta façon et tout. En fait, tu es aussi légitime que n'importe qui d'autre pour faire de la BD. Du coup, il y a plus ce truc de ah, mais je ne suis que l'élève, tu vois. En fait, toi aussi, tu peux faire des choses et du coup, c'est un peu comme si tu as la même hauteur que. C'est pour ça que c'est cool de parler aux profs, parce que ils te parlent comme si tu es juste une autre personne qui fait de la BD, ce qui est le cas, tu vois. En faisant ça, tu te donnes de la confiance en toi en plus. Il faut juste comprendre que toi aussi, tu as des choses à raconter et si tu le fais, que tu t'aimes bien ce que tu fais, qu'il y a d'autres gens qui aiment ce que tu fais, bah c'est bon, tu es en train de le faire. Donc, en tout cas, j'espère pouvoir continuer pendant longtemps dans le monde de la BD à faire plein de projets cool et tout. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir plus de parcours d'étudiants, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et pour connaître les détails de notre formation en 3 ans, rendez-vous sur notre site www.cezanne.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Parcours d'artiste-auteur, car oui, créer, c'est un métier.